Bonjour à tous et à toutes et bienvenue déjà à ce dernier débriefage de l'édition 2024 des Dialogues pour le climat. Je suis très content de vous avoir avec nous là, ce matin pour y participer. Avant toute chose, même si c'est un événement qui est virtuel, il est important de reconnaître d'où nous rejoignons cet appel. La majorité de nos organisations sont basées à Tiohtià:ke, communément connu sous le nom de Montréal, un territoire qui a longtemps servi de lieu de rencontre et d'échange entre les peuples autochtones, y compris les nations Haudenosaunee et Anishinaabe. Nous tenons à honorer, reconnaître et respecter ces nations à titre de gardiennes traditionnelles des terres et des lots sur lesquels nous nous rejoignons aujourd'hui. On souhaite aussi remercier là, nos partenaires et les organisations commanditaires qui ont permis, là, en fait, à cette quatrième édition des Dialogues pour le climat d'avoir lieu. La programmation est gratuite et je vais vous inviter, là, je vais mettre le lien vers le site web pour que vous puissiez voir les derniers événements qu'on a cette année. Et comme vous avez pu voir, cet événement, il est enregistré, donc c'est pour permettre aux personnes là, qui ne peuvent pas se connecter en ce moment de pouvoir regarder le débriefage par après. Il va être en rattrapage sur YouTube, sur la chaîne de Réalité climatique Canada. Et comme c'est une discussion informelle, je vous invite vraiment à profiter de la chance d'avoir deux collègues qui sont sur place à Vancouver. Donc, je vous invite à mettre au travers là, de cette heure, de mettre vos commentaires, vos questions dans le clavardage, vous levez votre main, juste demander de prendre la parole, puis on vous invite, c'est ça, à poser vos questions. Ça se peut là, que nos collègues ne puissent pas répondre à toutes vos questions, mais on vous invite quand même à les poser, puis utiliser là, justement leur expertise, puis la chance de pouvoir parler à des gens qui sont sur place. Donc, sans plus tarder, j'ai le grand plaisir de vous présenter Philippe Simard et Claire Varmel qui sont sur place à Vancouver. Donc, bonjour à vous deux et merci d'être ici avec nous. Ben, Ravi de- merci pour l'invitation. Philippe Simard, rapidement, moi je suis chargé de cours à l'École de politique appliquée de l'Université de Sherbrooke. Je vois d'ailleurs quelques-unes de nos étudiantes actuelles et anciennes étudiantes qui sont en ligne. Donc, je suis ravi de vous savoir présente. Et puis, moi, je suis à la COP pour suivre les négociations de très, très haut niveau. Puis, définitivement, un intérêt particulier envers ce qui se passe avec le NCQG, donc qu'on va aborder durant la rencontre. Donc voilà. Là. Puis moi, c'est clair. Puis moi, je porte le chapeau ici des YMCA du Canada, en fait. Je suis déléguée jeunesse représentant YMCA Canada. Je fais partie d'une délégation internationale de l'Alliance mondiale des YMCA. Puis moi, ça fait des années que je travaille dans le milieu environnemental, mais je ne vais pas nommer nécessairement les organismes, mais c'est ça. J'étais la chargée de projet d'un petit projet qui s'appelle Génération Climat Montréal, qui a permis à plusieurs jeunes de participer à différentes COP, de s'impliquer un peu plus dans le milieu environnemental au Québec, de faire du plaidoyer pour plus de représentation de la jeunesse dans la prise de décision environnementale au Québec puis ailleurs. Puis je travaille avec Youngo à la COP pour faire un peu la même chose. Puis moi aussi, je suis des négos sur la finance climatique. Puis on a de grosses nouvelles, de grandes nouvelles pour vous aujourd'hui. Il y a un nouveau texte qui vient juste d'atterrir, puis c'est spicy. Donc, ouais, ça. Oui, puis juste aussi, je trouve que l'initiative des dialogues pour le climat, c'est honnêtement une très chouette idée. Je pense que c'est vraiment, vraiment utile pour être capable de tenir nos organisations du terrain informées. Puis, tu sais, je suis fier aussi comme conseiller chez Copticom, Stratégie Relations publiques, de savoir que Copticom participe aussi à rendre cet événement-là possible. Donc, voilà. Puis merci à Agathe d'avoir assuré la coordination de tout ça depuis les dernières semaines. Donc, voilà. Notre proposition, ça serait d'abord de juste vous faire un petit état des lieux en faisant un petit pas derrière, là, juste pour comme remettre en contexte ce qui est en train de se passer en ce moment, dans quel contexte on reçoit les nouveaux packages de texte aujourd'hui. On va survoler disons, à haut niveau, le texte sur le NCQG parce que c'est celui qui attire le plus l'attention et c'est celui qu'on a le plus de détails aussi. Et puis, dire un mot sur le UAE Dialogue et sur le langage qui est utilisé sur la transition hors des énergies fossiles. Et puis, ensuite, si vous avez des questions, allez-y. Puis, si vous avez des questions tu sais, au cours de tout ça, n'hésitez pas. Là, je pense que l'idée, c'est vraiment d'avoir une discussion, comme le disait Agathe. Euh, pour ceux qui étaient peut-être pas là hier ou dans le cadre des autres dialogues pour le climat ou qui n'auraient peut-être pas suivi
Ce qui s'est passé durant les dernières heures, les derniers jours, c'est que depuis le début de la deuxième semaine, les négos sont vraiment bloqués, là, puis surtout sur les négociations sur le NCQG, là, les négociations sur le NCQG ont comme été utilisées comme étant un otage finalement pour les autres salles de négociation, puis spécifiquement sur le quantum, donc quel montant mobiliser. On avait comme vraiment deux camps on a deux camps en fait qui se mobilisent l'un contre l'autre, à savoir les pays en développement qui, eux, veulent un quantum, veulent un montant qui se compte en trillions, donc en milliers de milliards le plus rapidement possible. Et on a les pays développés qui, eux, attendent de fixer d'abord les modalités de financement du NCQG avant de proposer un montant. Et là, ce jeu de chat et de la souris, ça crée vraiment des frustrations depuis la dernière semaine, en fait. Puis ces frustrations-là sont vraiment palpables, là. On le sent dans le regard des gens, dans les textos qu'on reçoit parce que on se partage les analyses et tout, là. Donc, ils ont vraiment une frustration qui est palpable. Il faut savoir que dans la nuit du 20 au 21, on a eu un package de textes qui ont été, disons, jugés a priori comme très, très polarisants, là, dans la mesure où on avait souvent proposition des pays développés, proposition des pays en développement, mais il n'y avait pas de bridging, il n'y avait pas de bridging text, là. Il y avait pas de solution de réconciliation. Et puis, ce que la présidence a fait, c'est qu'elle a décidé de tenir une grande plénière hier, qui était initialement prévue entre midi et 15 heures. Finalement, ça s'est tiré de midi jusqu'à 17 heures. L'idée qui était mise de l'avant par la présidence, c'était d'être capable de trouver des voies de passage entre ces pôles-là dans les textes. Puis finalement, ça a beaucoup plus servi à un défouloir qu'autre chose, là, dans la mesure où on a eu la réponse typique de chaque parti était merci à la présidence pour la proposition. Nous sommes grandement déçus. Nous vous invitons à retravailler les textes. Grosso modo, c'était ça. Euh, et là, sur la base de cette plénière-là, on était supposé avoir un package de nouveaux textes à midi aujourd'hui. Finalement, on les a reçus à 15 heures aujourd'hui, donc avec 3 heures de retard. Ça commence vraiment à être une habitude de la présidence de publier ses textes entre 3 et 5 heures de retard, mais ça, c'est bon, ça appartient à la présidence. Et là, depuis, disons, 15 heures, les partis analysent les textes. Et concernant le texte sur l'NCQG, c'est vraiment ça qui fait le plus parler en ce moment. Puis le constat est clair, là, c'est que les pays en développement et les pays qu'on dit les moins avancés, là, ça, c'est pas mes mots, ce sont les mots qu'on utilise dans les textes, sont grandement insatisfaits. Et on va l'aborder plus loin pourquoi. Et là, la suite des choses, c'est qu'on a la présidence qui souhaite, sur la base des textes qui viennent de publier à 15 heures aujourd'hui, faire des rencontres bilatérales et multilatérales avec les partis. Et là, de voir dans les prochaines heures, est-ce qu'on va avoir un dernier package de textes ce soir ou peut-être même cette nuit. En tous les cas, on risque aussi d'avoir du retard là-dessus. Et il y a certains observateurs qui pensent que la prochaine ronde de textes va être faite selon une approche de take it or leave it, c'est-à-dire ça passe ou ça casse, là, dans la mesure où là, si on n'est pas capable de s'entendre sur la prochaine ronde de texte, ça se peut qu'on ait besoin de remettre la négociation de ces textes-là en SB à Bonn cet été ou même à la COP 30 de Belém l'année prochaine, ce que la présidence du Brésil veut absolument pas, évidemment, parce qu'il va déjà avoir énormément de travail à faire pour le rehaussement des CDN qui est prévu d'après l'accord de Paris. Mot rapide sur l'NCQG, puis ensuite, je vais passer la parole à Claire. Ce que le texte du NCQG propose jusqu'à maintenant, c'est de mobiliser 1,3 trillions, donc 1300 milliards d'ici 2035 à partir de sources privées et publiques. Donc là, on n'est pas seulement sur du financement public. On dit relever le plancher des 100 milliards de dollars actuels à 250 milliards de dollars d'ici 2035, mais à partir, encore une fois, de sources publiques et privées. Et on n'a pas de roadmap, on n'a pas d'agenda avec des sommes intermédiaires qui nous permettraient de savoir comment on va atteindre 1,3 trillions et le 250 milliards d'ici 2035. Et là, ce qui arrive, c'est que
considérant qu'en rehaussant le plancher de 1000 milliards à 200, le plancher de 100 milliards à 250 milliards à partir de sources publiques et privées, ben, en soi, il n'y a pas vraiment de rehaussement explicite et clair du plancher en termes de financement purement public. Donc là, il y a vraiment un loophole que les pays développés pourraient utiliser pour seulement financer à la même hauteur qu'ils financent maintenant, voire même plus bas que ce qu'ils financent déjà aujourd'hui. Et puis, il faut aussi considérer que soit le 250 milliards par année ou le 1,3 trillions par année d'ici 2035, ben, c'est loin de répondre aux véritables besoins qui sont sur le terrain, qui se chiffrent déjà en trillions, en milliers de milliards. Et finalement, ben, une des critiques qu'on entend beaucoup, c'est que la qualité même du financement qui est prévu dans le nouveau texte d'une CQG ben, est très pauvre, dans la mesure où on n'est pas dans le debt free, on n'est pas seulement dans des grants. On dit que ben, ça peut passer par des prêts concessionnels, certes, mais tout de même des prêts qui pourraient alimenter finalement le cycle d'approvisionnement et d'endettement des pays en développement. Il n'y a pas nécessairement de langage clair non plus sur l'additionnalité du financement. Ça, ce que ça veut dire, c'est qu'on n'a pas disons, de rail guards, là, on n'a pas de protection à l'effet que des pays développés pourraient utiliser du financement déjà existant dans l'aide publique au développement pour l'amener vers du financement climatique. Donc ça, c'est hautement problématique. Et aussi, le NCQG, pour l'instant, n'inclut que le financement lié à l'atténuation et à l'adaptation. Les pertes et préjudices, pardon, sont totalement évacués du texte. Donc, grosso modo, là, sur le NCQG, c'est ce qu'on peut relever. Puis, Claire aussi a relevé d'autres éléments qui ont été soulevés notamment par les groupes de la société civile, notamment par Climate Action Network International. Donc, tu peux y aller. Ah, parfait. Merci, Philippe. Ouais, ben, pour ma partie, je commencerai avec une petite joke de ce qu'on a vu sur le terrain il y a quelques jours. Il y avait une petite action qui était, dans le fond, c'était juste un poster, une énorme affiche qui était qui représentait un chat perdu. Puis si vous ne le savez pas, il y a plein de chats sauvages ici à Bakou, en Azerbaïdjan. Il y a plein de mimes là-dessus, des participants ici. Puis c'est It's very fitting parce que sur l'affiche, ça disait le chat s'appelle Ambition. Est-ce que quelqu'un pourrait nous aider à trouver Ambition? Fait que l'ambition est clairement perdue ici. On essaie de la retrouver. Euh, Puis c'est vraiment l'esprit qu'on vit aujourd'hui quand on fait l'analyse du texte soumis aujourd'hui. Donc, bon, premièrement, juste au niveau de l'ambition, le montant proposé reste au niveau du statu quo, c'est-à-dire fixé en 2009 à 100 milliards par année, sans réelle augmentation des engagements financiers ou une nouvelle ambition, ce qui est très, très décevant pour les pays en voie de développement et autres, comme Philippe vient de dire. C'est très palpable ici sur le terrain. Juste, le monde est fâché, le monde est triste, puis on veut mieux. Euh, 250 milliards, ce qui est le chiffre qui a été proposé dans le nouveau texte, ne fait que répondre à l'inflation, peut-être aussi. Il y a une nouvelle analyse qui vient de sortir dans notre chat. C'est une analyse euh, très initiale, tu sais, ça vient d'être fait par une analyste de Environmental Defense, puis ça nous fait remarquer que 250 milliards par année, ça ne fait que répondre à l'inflation, au moins l'inflation subie par l'économie américaine. Donc, on se fait vraiment vendu quelque chose de pas très fort. Une autre critique, c'est qu'il y a une absence de fondement juridique solide dans le texte proposé. Le préambule ignore les obligations des pays développés stipulées par la Convention en se référant uniquement à
juste se référant uniquement à l'accord de Paris, en répondront pas nécessairement à l'esprit de cet accord ni à sa lettre. Il réduit l'ensemble de l'article 2 de l'accord de Paris à sa seule section 2,1c, qui, tu sais, ça exclut les principes fondamentaux fondamentaux de l'objectif global. Euh, il y a un autre axe de critique, c'est en matière de transfert injuste des responsabilités. On sait que dans l'accord, il y a une responsabilité commune, mais différenciée. Moi, je suis anglophone à la base, puis j'ai appris il y a quelques minutes par Philippe que ça s'appelle en français le RCMD. Ouais, c'est ça. The Common but Differentiated Responsibility. Euh, Puis c'est ça l'esprit de l'accord de Paris qui était tellement, pas révolutionnaire, mais tellement fondamental à comment on a avancé depuis, où on était censé avancer. C'est-à-dire que les pays développés se sont dit, oui, nous, en tant qu'émetteurs historiques, on est responsable, puis on devrait c'est, s'aligner pour que on, notre contribution soit à la hauteur de notre responsabilité. Donc, le texte déplace les responsabilités climatiques des pays développés vers les pays en développement, ce qui est vraiment grave. Ça aggrave les inégalités internationales. On voit ça, il y a une analyse qui est déjà commencée dans un document fait par la société civile présente ici. On analyse dans le nouveau texte, paragraphe 7, 8, 8C, 9, 28, 29. On constate que il y a on les utilise comme, comme façon peut-être un peu sneaky, un peu, comment est-ce qu'on dit sneaky? Sur, Surnoise. Bon, on apprend plein de choses aujourd'hui. Plein de façons de faire entrer ce genre de questionnement ou faire ressortir un doute sur qui est responsable pour quoi. Puis on n'aime vraiment pas ça, alors que cet accord, à cette COP, on était censé vraiment avancer puis donner suite et respecter les principes très fondamentaux de l'accord de Paris. Il y a des failles majeures, ça c'est un autre axe de critique, des failles majeures dans les engagements financiers, dans les mécanismes d'acheminement de la finance climatique. Le financement n'est pas assuré sous forme de subvention seulement. Ça, c'était la demande principale. C'est autant au niveau du chiffre, on s'attendait à ce que ce soit, comme Philippe a dit, 1,3 trillion, c'est-à-dire 1300 milliards de dollars à chaque année. Il y avait aussi l'appel des pays en voie de développement, que ce soit pas des sources de financement qui aggraverait la dette, leur dette. Donc, c'est pas assuré sous forme de subvention ni de dons. Il y a aucune additionnalité, c'est-à-dire des nouveaux fonds. C'est vraiment pas clair qu'il y en a. Puis tu sais, j'inviterais Philippe peut-être à parler un petit peu plus là-dessus, mais c'est assez inquiétant à ce niveau-là. Puis il y a une absence totale de définition claire ou de critères d'exclusion. C'est des définitions claires de qu'est-ce qui compte comme finance climatique. Euh, on aurait pensé que ce serait, on l'aurait à jour 11. On est rendu à jour 11 qu'on en aurait une définition claire, mais non. Fait que là, j'invite Philippe à juste parler un tout petit peu sur la question de le manque de langage clair sur l'additionnalité. Oui, Ensuite, je mais vais commencer. le principe d'additionnalité, en fait, c'est de dire que le financement à mobiliser est du financement qu'on n'aurait pas mobilisé normalement sans l'accord, finalement. Donc, lorsqu'on s'arrange pour qu'on ait de l'additionnalité, c'est qu'on l'inscrit dans le texte en disant que le texte sera additionnel au financement déjà existant, par exemple en aide publique au développement. Là, le danger, c'est que du financement qui aurait déjà été supposé à être versé aux pays en développement, notamment dans un contexte d'aide publique au développement. Pensons à ce que le Canada fait avec son aide publique au développement dite féministe. Bon, mais que du financement qui provient de ce financement-là déjà prévu, mais ne soit finalement que transféré en matière d'aide climatique, d'aide financière climatique. Et ça, c'est grandement
problématique dans la mesure où ben, le financement qui est voué à l'aide publique au développement, ben, il est grandement nécessaire. Donc là, ce qu'on se retrouve à faire, c'est qu'on déshabille Paul pour habiller Jean, ou en tout cas, je me rappelle plus de l'expression, mais c'est un peu ça l'idée, c'est qu'on fait juste prendre du financement déjà existant pour financer autre chose. Et ça crée des conséquences pervers. Et dans les autres versions du texte, dans les versions précédentes du texte, on avait clairement des critères d'additionnalité et ces critères-là ont tout simplement été retirés de la version qu'on a actuellement entre nous. Voilà. Ouais. Puis c'est pas juste ça qui a été retiré complètement. Je vais en parler un peu plus dans 2 secondes. La prochaine la prochaine critique que je vous partagerai qui sort des discussions de la société civile ici sur place, c'est que il n'y a aucune révision significative des objectifs. On était censé d'en avoir une révision assez significative, un ratcheting de la somme de 100 milliards par année qu'on a établie en 2009. Là, bon, l'échéance pour discuter de nouvelles voies est repoussée à 2035, retardant toute action concrète. Euh, Là, ici encore, je vais peut-être passer le micro à Philippe parce que, ouais, on en avait discuté un peu, puis vas-y. Ouais, mais en fait, dans le texte qu'on a actuellement, il y a même pas de ratchet clause à proprement dit. Ferme ton micro parce que je m'entends Ah, bien. C'est ça, il n'y a pas de ratchet clause. C'est-à-dire que là, dans le texte actuel, c'est que on ne fera que prendre connaissance de l'action ou du montant qui a été mobilisé. Il y a pas de texte qui nous informe que, ben, par exemple, en 2030, on va commencer, on va se doter d'un groupe de travail qui va être capable de réfléchir sur le nouveau montant mobilisé à compter de 2035 en ayant comme prix plancher le montant de 250 milliards, comme on le fait dans l'accord de Paris. Et ça, c'est grandement problématique dans la mesure où ben, on ne se dote pas des mécanismes nécessaires pour prendre en considération que les impacts des changements climatiques et la transition climatique vont nécessiter de plus en plus de financement au fur et à mesure que, justement, ben, les impacts des changements climatiques vont croître. Donc, il faut avoir du financement, non seulement qui suive l'inflation, mais qui suit aussi la hausse des impacts des changements climatiques. Et pour l'instant, dans le texte d'une CQG, c'est pas ça qu'on voit. ouais. Ce que Philippe a dit. Euh, la prochaine critique qui sort de la société civile du nouveau texte sur la finance climatique, c'est qu'il y a un manque criant de soutien pour les pertes et préjudices. Au début de cette COP, on avait une vision assez commune qui sortait des OBNL environnementaux, mais surtout des délégations des pays du Sud, des pays en voie de développement, les pays les plus vulnérables au changement climatique, que non seulement la finance climatique devait répondre aux besoins urgents de ces pays pour mitiguer, pour atténuer les changements climatiques en investissant dans l'énergie renouvelable, verte, puis tout. Aussi, mais aussi l'adaptation aux impacts climatiques qui subissent de plein fouet de plus en plus. Euh, mais aussi qu'il y ait un versement, une contribution au fonds de pertes et préjudices. Si vous ne le savez pas, les pertes et préjudices, ça se diffère des autres formes d'action climatique. D'action climatique. Bon, vous savez de quoi je parle. Les formes de dommages auxquelles on ne peut pas s'adapter, comme la montée des eaux dans les îles du Pacifique. Puis c'est pour justement, ouais, c'est comme une sorte de réparation, on ne veut pas nécessairement dire ça sur le terrain, mais c'est un peu ça l'esprit, mais aussi pour compenser autant qu'on peut, les pertes qui ne sont même pas monnayables, les pertes d'héritage, les pertes de culture qui viennent avec la destruction totale de ces territoires.
que ce monde-là, ils ont aucunement, auquel ce monde-là, ils ont aucunement contribué. Donc, là, dans le nouveau texte, il y a du monde ici qui suivent les parts des dommages, ces négociations qui sont un peu à côté. Mais on se faisait toujours demander, OK, ben c'est quoi qui se passe? Y a-t-il un new sub-goal de pertes et préjudices? Non. Non, si c'était pas clair, il n'y en a pas dans cette version, cette nouvelle version du texte. Il n'y a aucune mention. Puis, ben, c'est juste, il n'y a aucun financement concret qui est prévu pour répondre aux pertes et préjudices. C'est assez décevant. Vas-y, Philippe. Ah, oui, je me mute. Oui, puis sur la question des pertes et préjudices, même s'il n'y avait pas eu de sub-goals dans le NCQG, ça a tout de même été une victoire pour les pays en développement, puis pour les LDCs. La raison est que lorsqu'on a opérationnalisé le fonds pour les pertes et préjudices l'année dernière et qu'on l'a lancé à Sharm el-Sheikh il y a 2 ans, ben, ce fonds-là est à contribution volontaire seulement. OK? Donc, les pays ne sont pas, les pays développés ne sont pas obligés de contribuer au fonds. Si on avait été en mesure, ou si on est en mesure d'inscrire les pertes et préjudices dans le NCQG, c'est que ça crée une certaine forme d'obligation à l'égard des pays développés de verser des fonds pour les pertes et préjudices. Donc, ça crée, ça donne disons, un tremplin de plus aux pays en développement, puis les LDC, qui sont les plus impactés par les changements climatiques, pour recevoir des fonds pour les pertes et préjudices. Donc, c'est certain que dans les prochaines heures, il va y avoir beaucoup, beaucoup d'efforts qui vont être mis par notamment EOSIS, qui est l'Alliance des petites îles insulaires en développement, mais aussi les LDCs pour être capable d'inclure les pertes et préjudices dans le texte. Merci, Philippe. Je vais rapidement passer à travers les deux autres critiques principales qui ressortent des réactions communes de la société civile ici. Donc, il y a aussi le nom dans le nouveau texte. J'aimerais vraiment partager mon écran, mais je ne sais pas si je suis capable, mais peu importe, vous verrez, les textes qui sortent sont très facilement accessibles sur le site web de la CCNUCC. Claire, si Donc, tu veux partager ton écran, tu peux. OK, merci. C'est juste par rapport au... Attends une minute. Share screen. Bon, allô tout le monde. Bienvenue à l'ordinateur à Claire. Là, j'ai fait un compare PDF ici. J'ai comparé la dernière version à cette version-ci. Puis je vais vous montrer les pages qui sont en rouge, où tu vois tout le rouge, c'est-à-dire l'élimination de certains textes. Ça, c'est la version ancienne. Puis je vous montre Human Rights. Vous verrez, qu'est-ce qu'on voit en rouge? Les 2 à 3 paragraphes qui font référence aux droits humains et aussi au Gender Responsive Climate Action, tu sais, les mentions de genre, puis la politique axée sur le genre, les réponses climatiques axées sur le genre, qu'on négociait il y a quelques jours, là, puis il y avait beaucoup de débats là-dessus. Là, c'est complètement enlevé, puis bon, c'est juste pour dire que la réaction des syndicats sur le terrain était... ouais, ils étaient tristes, ouais. Ben, ils sont pas tristes, ils sont juste... ils sont fâchés, ils sont déçus. Fait que c'est ça. Juste pour vous dire que ça a été complètement enlevé. Puis vous verrez la version du texte en ligne, la nouvelle version. Donc, il n'y a aucune garantie que le financement climatique sera aligné avec les obligations en matière de droits humains. Il n'y a aucune mention de travailleurs ou travailleuses, ce qui était essentiel pour le financement des mesures d'atténuation, surtout si on veut que ça fasse partie d'une transition juste qui inclut tout le monde, qui est essentiel à son succès. Puis, c'est ça pour cette critique. La dernière critique qui est sortie jusqu'à présent, si on veut le résumer, c'est l'oubli des communautés locales. Il n'y a aucun engagement explicite pour garantir un soutien financier direct aux communautés locales, qui sont pourtant les plus vulnérables. Puis on se rappelle que quand il y a c'est une communauté qui vit l'impact des changements climatiques, que ce soit un événement extrême lié au changement climatique ou autre, ben, disons que
Ouais, sont on the front line, ils sont là, puis ils sont les plus vulnérables. C'est là où ça se passe. Fait que ce serait hot que le texte inclue des références et des engagements clairs et pas vagues là-dessus, mais non, les engagements sont très, très vagues. Moi, je passe le micro à Philippe pour parler du UAE Dialogue. Vas-y, Philippe. Oui, merci. Ça fait quand même 30 minutes qu'on parle. Est-ce que des questions peut-être autour du Zoom sur l'NCQG? Puis ensuite, on pourra aller au UAE Dialogue, là. Je vois Anne-Céline qui a levé la main. Bonjour Anne-Céline, content de te voir. Salut vous deux, ça va bien? Pas trop Ça va bien, fatigué, merci. Ah oui! j'imagine. Merci pour tout ça. En fait, moi, j'ai une question relativement simple, mais c'est que jusqu'à présent, c'est sûr qu'il reste quelques heures hein, devant nous, mais tu sais, moi, j'ai l'impression par rapport à tout ce que vous nous dites que on s'enligne pour une COP qui recule au final sur beaucoup d'aspects. Est-ce qu'on peut dire ça pour le moment ou pas? Je laisse, Ben, peux-tu y aller? Je peux comprendre. ben, moi, j'allais parler peut-être, ben, c'est de la pure spéculation sur les stratégies de la présidence à ce stade dans les négociations. Bon, je sais pas, je vais juste embarquer. C'est que c'est premièrement, tu sais, on ne sait pas si pour ceux et celles qui ne le savent pas, c'est assez commun que les COP, ça s'étire plus longtemps que la fin prévue. C'est-à-dire que est-ce que ça va finir ce soir avec l'état des choses? Ça se peut que non. C'est même probable que non. On entend dans les coulisses que la délégation de l'Ouganda, ils ont déjà reboqué leur vol, comme c'est assez, tu sais, on s'attend que ça s'étende. Puis le fait de genre sortir un texte aussi pas fort à ce stade, on se questionnait, puis on n'est pas les seuls à se questionner, est-ce que c'est une stratégie, une tactique de la part de la présidence qui, pour ceux et celles qui ne le savent pas, qui oversee, qui supervise les négociations, qui a un rôle à jouer là-dedans pour les guider, à faire sortir ce que Philippe a dit tu sais, une heure, les lignes vertes, non, les lignes rouges, pas les lignes rouges pâles, mais les lignes rouges des différents partis pour dire, écoute, tu sais, vous vous obstinez sur des trucs qui sont peut-être très essentiels pour vous, mais peut-être pas. Sortons ces lignes rouges, puis négocions pour vrai, pour trouver un landing zone, un compromis qui peut meet the moment. Excuse les anglicismes, ça sort, on est tard. Vas-y, Philippe. Mais je suis en accord avec la lecture de Claire, puis on le voit pas seulement avec le texte d'une CQG, on le voit aussi avec le texte sur le UAE Dialogue. OK? Actuellement, dans le UAE Dialogue, on a du texte intéressant. C'est surprenant, hein? On a un texte qui nous dit, qui rappelle les paragraphes 28 et 33 du consensus des Émirats arabes unis qui portait sur transitioning away from fossil fuels. OK? Euh, Moi, j'ai butiné là, dans les salles de négociation depuis la dernière semaine et dans toutes les salles où on évoquait le Global Stock Take, là, dans le fond, qui a été adopté l'année dernière à Dubaï, on avait l'Arabie Saoudite et le Arab Group qui s'interjectaient chaque fois en disant non, c'est pas vrai, on veut pas lier le rehaussement de nos NDCs à partir du GST. C'est pas vrai, ça fonctionnera pas. Et là, le texte qu'on a actuellement réitère le paragraphe 28 et le paragraphe 33, et même qu'il dote la conférence des parties de la production d'un rapport annuel pour faire état de l'avancement du paragraphe 28 et du paragraphe 33. En soi, c'est du contenu qu'on trouve intéressant. À mon avis, c'est un texte considéré comme ambitieux, mais qui sert à faire sortir les lignes rouges foncées de pays comme l'Arabie Saoudite et le Arab Group. Parce que moi, l'analyse que j'en fais, c'est que ce texte-là ne passerait pas au consensus en embarquant l'Arabie Saoudite et en embarquant l'Arab Groups. Donc, moi, ça, c'est mon analyse, hein, ça tient qu'à moi, mais j'ai l'impression que c'est ce qu'ils sont en train de faire avec le UAE Dialogue,
C'est ce qu'ils sont en train de faire avec l'NCQG aussi, c'est-à-dire on envoie un low ball avec l'NCQG pour savoir quelles sont les véritables lignes rouges des pays en développement, des LDCs, pour voir, OK, bon, ben, quelle voie de passage on est capable d'utiliser. Donc, c'est une longue ellipse pour répondre à ta question, Anne-Céline, en disant, est-ce qu'on peut dire qu'on est en train de reculer? Je dirais qu'on ne peut pas dire ça maintenant. Il va vraiment falloir attendre la publication des textes finaux pour être capable de s'en faire un avis. Après, il y a certains éléments par rapport aux droits humains, par exemple, par rapport au genre, que là, effectivement, on aurait fait certaines pertes. On aurait subi certaines pertes. Je ne suis pas le meilleur analyste pour l'analyser, mais moi, de ce que j'ai entendu dans les salles de la société civile, c'est qu'on a fait certaines pertes là-dessus. Puis ce que j'entends aussi, c'est que très fort probablement que la SB de Bonn cet été va être particulièrement importante pour être capable de faire avancer les trucs qu'on n'aura pas été capable de faire avancer cette année, dans l'objectif de peut-être atténuer un peu la pression sur la présidence brésilienne qui va vraiment déjà en avoir plein son casse d'avoir à faire relever les NDCs avec de l'ambition. Voilà ma longue réponse à ta question simple. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions autour de la table? Là, je vois qu'il y a des trucs dans le chat. Là. Oui, ça y est, on a 2 questions, une de Laura et une de Ouais. Mathilde dans le chat. Attendez. Ouais, mais Laura, je pense que ça répond en partie à la question. Là. Dans le fond, ma réponse, là, je pense qu'effectivement, il y a du langage fort qui est retiré comme levier de négociation. Est-ce que c'est possible d'intégrer des sous-objectifs dans la prochaine ronde de texte pour l'atténuation de la datation des pertes et préjudices? J'en doute fortement. D'abord parce que ça créerait, comme je disais tout à l'heure, une obligation, une quelconque forme d'obligation à l'égard des pays développés pour mobiliser du financement pour les pertes et préjudices, alors que le fonds qu'on a adopté l'année dernière ne prévoit pas ça. Donc, on pourrait s'attendre à des blocages par rapport à ça. Et ce qui m'amène aussi à répondre non à ta question, c'est que même dans la proposition la plus ambitieuse qu'on a vue sur l'NCQG jusqu'à maintenant, puis là, je parle du texte qu'on a eu dans la nuit du 20 au 21, on ne mentionnait pas de sub-goals. On faisait juste mentionner mitigation, adaptation and loss and damage, mais il n'y avait pas de sub-goals, en soi. Ouais. Ouais, moi, j'échorais, I would echo. J'échorais ce qu'a dit Philippe là-dessus. Je dirais peut-être à toi, Laura, tu sais, je suis vraiment du tout experte là-dessus, mais ce que j'ai entendu il y a quelques jours dans une réunion de CANRAC, de Climate Action Network, Réseau Action Climat, il y avait du monde tu sais, de la délégation de la société civile canadienne qui suivait effectivement les négociations sur le genre. Puis c'était un autre texte, là, mais ils ont vu qu'il y avait certains pays qui s'obstinaient vraiment, là, comme c'était comme un texte qui était sur les politiques pour plus inclure les femmes et plus tu sais, offrir du soutien aux femmes en répondant au changement climatique. Puis, je pense que c'est la Russie qui a commencé à mettre toutes les mentions de genre dans une négociation sur le genre en parenthèse. Puis si vous ne le savez pas, mettre quelque chose en parenthèse dans un document qui est en train de se faire négocier, ça veut dire que tu contestes ce qui est là-dedans. Fait que ça sert, c'est sûr que ça a l'effet de ralentir beaucoup la suite d'une négociation. Mais quand tu commences à faire ça dans une négociation sur le genre, euh, tu peux commencer à te poser des questions comme est-ce que ce pays-là est en train de négocier de bonne foi? Puis je pense que ces questions-là sont valides. Mais ça fait partie d'une stratégie plus large qu'on peut comprendre, que moi je comprends, non. Euh, Autant parce que je ne suis pas cette négo et c'est autant qu'autre chose. Euh,
Mais merci pour vos questions, sincèrement, puis je passerai le micro encore à Philippe. Oui, ben, tu sais, j'en ai déjà glissé un petit mot, là, mais un bref rappel, c'est par rapport au UAE Dialogue. En fait, c'est que on a créé cette trame de négociation-là pour s'entendre sur la manière dont on prend ce qui a été, disons, adopté, accepté l'année dernière et l'utiliser comme un levier pour aller chercher plus d'ambition pour les CDN l'année prochaine. Là, c'est vraiment à très, très haut niveau, là, la manière que je vous l'explique. Euh, Dans le consensus des Émirats arabes unis, là, dans le fond, qui est le Cover Decision qui a été adopté l'année dernière, on avait le paragraphe 28 qui énonçait une série d'actions en matière d'atténuation. Là-dedans, on compte de tripler les capacités de production d'énergie renouvelable puis d'améliorer l'efficacité énergétique d'ici 2030. Donc, vous vous rappelez de ça. Il y avait aussi l'élimination des subventions inefficaces aux combustibles fossiles, vous en souvenez aussi. Mais surtout, vous vous souvenez très fort probablement de transitioning away from fossil fuels, donc la transition juste et équitable vers la sortie des combustibles fossiles. Et on avait aussi, au paragraphe 33, la nécessité de préserver, protéger, restaurer la nature et les écosystèmes en fonction ou conformément au cadre mondial de la biodiversité connu de Montréal. Donc, ça, c'est la mise en contexte par rapport au consensus des Émirats arabes unis l'année dernière. Donc, là, dans le texte du UAE Dialogue qu'on a actuellement, au paragraphe 15, si vous voulez aller voir, on réaffirme en fait l'appel qui a été fait aux partis à contribuer aux efforts mondiaux mentionnés au paragraphe 28 et paragraphe 33. Donc, on les encourage à mettre de l'avant cette série d'actions-là en matière d'atténuation, notamment celle de sortir des énergies fossiles. Et dans le texte du UAE Dialogue, on a une option de texte dans lequel on voit qu'on planifie un examen annuel des progrès qui sont réalisés dans la transition. Donc, on demande au secrétariat de préparer un rapport annuel sur les progrès mondiaux réalisés sur le paragraphe 28 et sur le paragraphe 33, donc sur les mesures d'atténuation et sur la protection de la biodiversité en conformément à Coming Montréal. Et dans le fond, de préparer un examen pour chaque COP suivante, finalement. Et comme je disais tantôt, à mon avis, c'est une stratégie de la présidence pour faire sortir la ligne rouge des pays du groupe arabe, notamment de l'Arabie saoudite, parce que eux, dans les salles de négociation depuis la dernière semaine, sont très, très vocaux à cet effet-là, de ne pas vouloir cibler un secteur en particulier. On sait très bien que le paragraphe 28 du consensus de Dubaï, bien, tout le monde l'associe à l'idée de transitioning away from fossil fuels. Et de manière générale, le groupe arabe et l'Arabie saoudite, ce qu'ils viennent dire, c'est que d'utiliser le bilan mondial qui a été produit l'année dernière comme étant une base sur laquelle les pays devraient s'appuyer pour rehausser leur CDN, c'est une quelconque forme d'ingérence dans leur capacité respective à produire une CDN. Donc, c'est comme si on va à l'encontre du principe de l'accord de Paris, qui est celle du principe de responsabilité commune mais différenciée en fonction de la capacité respective des États. Donc, eux, leur point, c'est de dire, ben, ça vient un peu court-circuiter cette idée-là d'autodifférenciation des partis, étant donné que mais là, cette différenciation-là se ferait notamment sous la base du bilan mondial. Donc, c'est une stratégie, bon, en tout cas, c'est un argument qu'eux mettent de l'avant. Est-ce que ça tient la route? Plusieurs pays trouvent que non. Mais après, les négociations climatiques internationales, c'est une question de consensus. Si on n'a pas de consensus, on ne peut pas arriver. Et si on a des pays comme l'Arabie saoudite ou le groupe arabe qui met son pied à terre en disant non, ça ne passe pas, bien effectivement, ça ne passera pas. Donc voilà.
Il y a d'autres il y a d'autres textes là, qui ont été adoptés, ben, pas qui ont été adoptés, mais qui ont été proposés. Là. Il y a le Just Transition Work Program aussi qui a été dévoilé. Personnellement, j'ai pas eu le temps de m'y plonger là, parce que les textes sont sortis à 15 heures aujourd'hui. Mais je vous inviterai à voir là, ce que des groupes syndicaux là, auront produit peut-être sur X, sur Blue Sky, sur LinkedIn pour voir quelle analyse on en fait. Sinon, il y a Simon Evans, le Carbon Brief, que vous pouvez suivre sur LinkedIn, sur Blue Sky, qui fait vraiment des super bonnes analyses. Donc, je vous inviterai à le suivre assidûment. Puis, puis voilà, ça fait pas mal le tour des points qu'on avait à notre agenda. Fait que si vous avez d'autres questions, ça va nous faire plaisir d'y répondre. Il y a aussi, je voudrais juste ouvrir la porte à ceux et celles ici qui, tu sais, si jamais on a dit quelque chose comme un acronyme ou quoi que ce soit là, avec lesquels vous n'êtes pas familier, que vous ne reconnaissez pas, laissez-nous savoir parce qu'on est là pour ça, puis on peut vous aider à mieux comprendre. C'est vraiment pas facile. Pour moi, c'est ma quatrième et demi COP. Puis, tu sais, comment dire, you get humbled real quick. Parce que, ouais, c'est pas toujours facile de tout savoir. Fait que, ouais, on est ouvert même à vos questions euh, niaiseuses et fondamentales, et peu importe. Anne-Céline, question niaiseuse. Ou pas. Non, votre pari, c'est quoi? Ça finit quand, à votre avis? On s'enligne là sur quoi? Sur genre samedi, dimanche, à votre avis? C'est quoi? En fait, les prochains textes arrivent quand? Apparemment, je viens juste de checker mon signal quand Philippe y parlait. Apparemment, il y a un nouveau texte, mais il y a juste une correction de genre 2 mots. Fait que nouveau texte! Non. Ça, je le sais pas. Philippe, est-ce que tu sais c'est comme le nouveau texte? Puis je peux offrir mon Dans, pari après. dans une communication qu'on a reçue, qui a été envoyée par la présidence, c'est qu'on serait supposé ce soir avoir des nouveaux textes. Fait que ça, qu'est-ce que ça veut dire réellement? Ça veut dire qu'on va les avoir soit cette nuit ou demain matin. Et puis, moi, je dirais que c'est pas fini avant dimanche matin, j'ai l'impression. J'ai l'impression que ça pourrait s'étirer jusqu'à dimanche matin. Voilà. Pendant que Philippe il parle, moi je tentais de checker. J'ai vu un graphique l'autre jour qui montrait la moyenne, la durée moyenne, puis l'extension moyenne des COP. C'est pour ça que j'ai dit c'est vraiment pas hors du commun qu'une COP s'étende qui dure plus longtemps. Euh, tu sais, c'est un pari, c'est un pari. Mais mon pari, c'est demain soir. Pourquoi pas? Euh, ouais. Est-ce que Pour vous les. pensez, Allô, est-ce que vous Martin. pensez que, ben, là on est dans les spéculations, bien sûr. Merci beaucoup d'ailleurs pour les débriefages, vraiment. Et à la COP 16 biodiversité, il y a eu quelque chose qui s'est arrivé de façon un peu semblable, c'est-à-dire la COP 16 sur la biodiversité n'a pas pu se terminer par manque de quorum parce que les négociations ont pris plus de temps que prévu. Et ça, c'est clair que ça s'aligne comme ça, de ce que vous me disiez, de ce qu'on peut suivre sur les médias, etc., etc. Il y aurait cette possibilité-là aussi, à la COP29 et climat, que les négociations ne se terminent pas même samedi, dimanche, lundi, et que ça reste sur pause pour une prochaine rencontre à définir, peut-être à Bonn. Mais en fait, c'est que c'est déjà commencé. C'est déjà commencé dans la mesure où le Mitigation Work Program, si je ne me trompe pas, a déjà été ce qu'on appelle Rule 16, c'est-à-dire de ramener les discussions sur le Mitigation Work Program à l'intersessionnel de Bonn cet été, parce qu'on sait qu'on ne trouvera pas de voie de passage. Donc, oui, c'est une possibilité. C'est déjà en train de se passer. Après, il faut savoir que en intersessionnel, on n'a pas, c'est pas une instance qui est décisionnelle comme les COP, hein.
Les intercessionnels servent à travailler les trucs, à faire avancer les travaux, mais il n'y a pas de décisions qui peuvent se prendre là. Donc, si on prend l'hypothèse, par exemple, qu'on ne réussit pas à s'entendre sur un texte sur le NCQG, ce ne sera pas un intercessionnel qu'on va pouvoir l'adopter, ce texte-là. Il va falloir attendre la COP 30 de Belém pour s'entendre. Et là, ben, ça pose toute une série de problèmes dans la mesure où, ben, déjà, on a des échos à l'effet que la présidence brésilienne est moins préparée qu'on pensait. Elle est moins confiante qu'on le pensait par rapport à sa capacité à organiser la COP. Il y a déjà des problèmes logistiques qui s'annoncent au niveau de la COP en raison du peu de place disponible. Donc, la présidence brésilienne va déjà en avoir plein son chapeau de situations difficiles à gérer. Rappelons que conformément à l'accord de Paris, l'année prochaine, on rehausse les CDN, les contributions déterminées au niveau national, donc les cibles climatiques des partis. Et donc, la présidence brésilienne, l'année prochaine, va avoir déjà beaucoup de travail. Donc, si en plus elle a besoin de gérer l'adoption d'un texte sur le NCQG, ça risque d'être plutôt difficile, disons-le comme ça. Voilà. J'ai vu ta question, Anne-Marie, puis on va offrir une réponse. Rapidement, je viens de vous envoyer le post LinkedIn que j'ai vu qui montre, je vais vous montrer mon écran rapidement, là. Euh, juste pour vous montrer à quel point c'est pas hors du commun qu'une COP dure plus longtemps que d'habitude. L'année passée, excuse, le record, c'est apparemment, la COP 25 à Madrid, qui a duré 44 heures de plus que prévu. Puis voilà, c'est un peu ça. Fait que, euh, ouais, ça se peut qu'on fasse un nouveau record ou peut-être pas. Mais OK, pour la question des lignes rouges. Donc, tu sais, je compte sur Philippe d'offrir des supplémentations si jamais ma réponse n'est pas complète. Mais en effet, disons que comme n'importe quelle négociation, que tu sois genre dans une négociation pour ton salaire ou autre, là, comme toi, tu t'arrives à la table puis t'as comme tu partages pas ça avec tout le monde, là, tu partages juste pas ça au début, là, mais tu sais c'est quoi que tu peux accepter fondamentalement, ce que tu peux vivre avec et ce que tu peux juste pas accepter. Puis c'est un peu ça une ligne rouge, c'est que là, comme, tu sais, on peut dire 1,3, 1300 milliards, c'est ça, la hauteur du besoin, du besoin urgent pour la finance climatique des pays en voie de développement. Et puis d'ailleurs, c'est déjà très bas. Apparemment, il y a plusieurs estimations qui voit ce chiffre monter très rapidement. Puis ça, je pense que j'ai entendu ce matin durant une conférence de presse que ça, ce chiffre, c'était pour 2,7 degrés. C'était même pas 1,5 aligned. Fait que c'est très bas déjà, tu sais. Mais ouais, peut-être que leur chiffre est un peu plus bas, disons, pour sortir d'ici. Ou peut-être leur ligne rouge, c'est 1,3 trillion. Mais ouais, peut-être que les références aux droits humains sont pas une ligne rouge pour tout le monde ici. Puis peut-être non plus, c'est pas exactement là que l'application, que le droit sur le droit humain, le droit international, whatever, c'est peut-être pas nécessairement là dans ce texte-là que ça a le plus de conséquences, l'absence ou la présence des mentions de droits humains. Mais ça se peut que aussi, là, tu sais. Mais c'est ça, c'est un peu ça une ligne rouge. C'est ce que tu peux vivre, ce que tu peux juste pas vivre avec, si jamais c'était offert comme texte final. Mais vas-y, si tu veux compléter, Philippe. C'est super clair. Merci. Ouais, ben, peut-être juste un complément, c'est que le régime climatique international sous l'égide de l'ONU fonctionne par consensus. Et donc, c'est pas par voie démocratique. Puis qu'est-ce qu'on entend par consensus? On veut essentiellement dire qu'il n'y a pas d'opposition. OK? Donc, ce que la présidence essaie de faire en ce moment, ça c'est l'analyse que j'en fais, mais elle essaie de voir euh, quelles sont les oppositions ultimes potentielles à ces textes.
lorsqu'elle est capable de proposer des textes qui ne franchissent pas euh, la ligne rouge de tout le monde autour de la table, on en arrive effectivement à un consensus qui est observé par la présidence. Donc, c'est ça le jeu de coulisses qui est en train de se faire en ce moment, c'est-à-dire de déterminer euh, toutes les avenues qui sont impossibles par les partis et de trouver, on l'espère, le plus haut dénominateur commun au sein des partis. Voilà. Je vois une question de Marie. À quel point le texte UE de gouvernement peut orienter les NDCs? Y a-t-il d'autres trames de négo qui abordent la transition hors des énergies fossiles? C'est une bonne question, Marie. En fait, je dirais que euh, pour l'instant, c'est le seul texte, à ma connaissance, qui aborde la sortie des énergies fossiles. Il faudrait aller voir là, dans le package, mais jusqu'à preuve du contraire, c'est pas mal le seul. Et à quel point le texte du UE Dialogue peut orienter les NDCs, ça va vraiment dépendre de la force qu'on donne à ce texte-là. Euh, ça va vraiment dépendre de ça, en fait. Si on est en mesure de faire un lien direct entre les conclusions du bilan mondial qui a été adopté l'année dernière et le rehaussement des CDN, ben là, on verrait un lien direct. Mais pour l'instant, comme je le disais tantôt, c'est quelque chose qui est grandement rejeté par l'Arabie saoudite et les groupes arabes. Et dans un contexte où on est obligé d'avoir consensus pour adopter des textes, ben, si ça ne passe pas au niveau de ce pays-là et ce groupe de pays-là, ça ne pourra pas passer. Ouais, la seule chose que j'ajouterais, c'est, tu sais, quand on parle de, tu sais, dans ta question, tu as dit orienter le développement des CDN, des NDCs. Genre, la finance climatique, genre, disons, si on sortait d'ici avec tu sais, un peu d'ambition en matière de finance climatique, ça pourrait aussi avoir un effet sur ce qu'on verrait en février de l'année prochaine. Tu sais, sans trop, tu sais, toujours en parler, là, mais le chiffre 1,3 trillion, c'est-à-dire 1300 milliards, c'est un enjeu anglophone francophone. Ouais, ça, c'est un numéro qui a été devisé, calculé sur la base de plusieurs estimations sur le coût de la mitigation, mais aussi le coût de l'adaptation. Euh, 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 comment dire? Fait que si on voyait qu'il y avait un engouement pour offrir euh, quelque chose de substantiel, ben, peut-être que les pays qui se disent, OK, peut-être 30, peut-être 35, peut-être 40, peut-être on verra un 5 de plus, un peu plus d'ambition pour, euh, pour, euh, les prochaines cibles. Mais c'est ça, c'est pourquoi cette COP et les discussions de finances climatiques sont tellement importantes cette fois-ci, parce que on est la dernière COP avant l'échéance, le deadline pour les CDN. Puis les CDN, ça va colorer les prochaines 5 années d'action climatique à travers le monde. Fait que voilà. Merci de nous écouter. Je sais qu'on est on est rendu à 31. Merci beaucoup pour vos questions, sincèrement. Ça nous fait plaisir d'être ici. Puis merci à vous, Agathe, puis à tous les partenaires de dialogue pour le climat. Ben oui, mais merci à Claire et Philippe et toutes les personnes qui ont écouté. Je ne sais pas si Philippe, tu voulais partager une dernière chose avant de clore, sinon on va pouvoir juste clore directement. Ben, bonne fin de COP, tout le monde, en espérant que c'est pas trop. Voilà. Mais merci beaucoup, Agathe, pour toute la coordination que tu fais. Puis merci au dialogue, puis merci à tous les partenaires des dialogues. C'est vraiment une chouette initiative. Voilà. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Puis je tiens juste à informer les personnes là, qui sont à Montréal qu'on a un événement de clôture lundi prochain, donc en soirée, là, qui va être un événement de réseautage et un dernier panel en fait, qui va faire un peu un topo des négos avec, on espère, là, un peu les nouvelles qu'on aura eues d'ici lundi. Donc je vous invite fortement là, à voir le site Internet puis à vous inscrire, c'est gratuit. Donc si vous êtes à Montréal, c'est une belle opportunité. Sinon, ça va aussi être web diffusé, là, donc peu importe où vous êtes, vous pourrez participer. Donc je vous invite à voir ça. Et sur ce, merci encore beaucoup à Claire, Philippe et toutes les personnes qui ont participé.
participer et je vous souhaite à tous et toutes une très belle journée. Bye bye tout le monde. Bye tout le monde. Bonne journée.